L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et c'est le temps du Quoi de neuf du mois de septembre. Donc je commence toujours mon Quoi de neuf avec des petites statistiques étant donné que je suis un grand fan de garder le suivi de toutes les parties que j'ai jouées. Donc pendant le mois de septembre, j'ai joué 58 parties de 33 jeux différents. Il y en a 14 d'entre eux que c'était des nouveautés. Mais bien entendu, je ne vous parlerai pas de tous ces jeux-là, mais je vais quand même faire un survol rapide en rafale. Donc, avant d'y aller un peu plus loin, du 14 au 16 septembre se déroulait la première édition du Delirium Ludique, un événement à Québec. Donc, j'ai décidé de faire une autre vidéo qui va servir un peu à nous expliquer, un peu raconter nos expériences à moi et Vincent du Delirium. Donc, je ne m'attendrai pas nécessairement à tous les jeux que j'ai joués là-bas, je vais en garder un petit peu pour ce petit montage-là. Donc, dans les jeux que j'ai joués et que j'ai particulièrement apprécié, j'ai découvert le jeu Spirits of the Wild. Spirits of the Wild est un jeu à 2 joueurs seulement que j'avais pas vraiment eu d'attente auparavant parce que je connaissais pas son existence. Mais quand je l'ai vu, le jeu offre un matériel vraiment génial. Le jeu est très simple. On se le cachera pas, c'est un jeu qui a été vendu dans les grandes surfaces américaines. Il y a eu une certaine vague de jeux qui sont arrivés chez les Target aux États-Unis et c'est pas un jeu qu'on peut trouver dans les boutiques. La seule façon de se le procurer, c'est présentement par Amazon. Donc on peut y aller, que ce soit Amazon.com ou Amazon.ca, on a accès à ce jeu-là. Spirits of the Wild est un jeu où on va collectionner des petites pierres, des Spirit Stones qu'on appelle, et qu'on va placer sur notre plateau de jeu. Donc, au fur et à mesure de la partie, on va prendre ces petites pierres-là, on va avoir remplacé en utilisant des cartes d'action. Donc, ces différentes cartes d'action-là vont être devant nous. Donc, quand on les active, on y a peu accès. Et quand on a au moins 3 de ces cartes-là qu'on a pris, on peut utiliser la carte Spirit. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer un super pouvoir, donc un des 2 esprits qu'il y a présentement sur la table. On va faire le pouvoir, on va rafraîchir toutes nos cartes et on va pouvoir continuer. Donc, on va mettre l'esprit en arrière et ça va faire une rotation. Le jeu est très simple. On va devoir collectionner justement des petites pierres sur notre plateau de jeu et différents endroits vont marquer différents points. Le jeu est très simple, mais sérieusement, je suis vraiment épaté du résultat parce que ça fait des parties qui sont très rapides, qui offrent un certain challenge, mais qui est un jeu qui est très facile à expliquer. Et en plus, le jeu vient avec un matériel vraiment génial. Donc, pour à peu près la trentaine de dollars que le jeu coûte, j'ai été vraiment impressionné. Le jeu vient avec des belles petites pierres, on a le goût de les manger tellement qu'elles sont belles. Le jeu vient avec un petit bol. La présentation est vraiment élégante. Puis sérieusement, ça fait la job pour un jeu de ce calibre-là. Faut pas s'attendre à un gros jeu trop technique non plus, mais moi j'ai été très surpris. Sinon, dans les autres jeux que j'ai joués ce mois-ci, j'ai eu la chance de pouvoir jouer à un prototype. Le jeu va sortir sur Kickstarter au début du mois d'octobre, à la fin du mois d'octobre, pardon, par Lucky Dog Games. C'est le jeu Mutants, de card game. Donc, Mutants, c'est un jeu, à l'origine, un jeu de cellulaire, je crois. J'y ai pas joué, un jeu mobile, mais en tant que tel, le jeu de cartes, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va jouer des cartes, on va essayer de faire des combines avec différents mutants. On serait porté à croire qu'il faut attaquer les autres joueurs pour pouvoir se combattre, mais pas du tout. Le jeu va se dérouler principalement autour d'une track au milieu, la track de domination. Donc, on va gagner des points là-dessus, et à la fin des rounds, les joueurs qui vont être le plus élevés vont marquer des points, et ainsi de suite. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir montrer notre dominance, puis quand on arrive au bout de la track, à ce moment-là, tous les autres joueurs vont descendre. Ça ramène une dimension au jeu très intéressante. Il y a un petit peu d'attaque, mais le but, c'est vraiment de pouvoir générer des combines, parce que la plupart des cartes, des créatures ont des mutants, on va les placer, ils vont avoir un effet, puis ils vont avoir un effet quand ils vont sortir aussi de la table. Ça amène des bonnes petites combines, puis j'ai vraiment été surpris de ce jeu-là, mais vous allez pouvoir voir ma critique complète lors de la sortie du Kickstarter à la fin du mois de octobre. Sinon, je vais regarder ma petite liste ici, qu'est-ce que j'ai joué aussi? Ah, j'ai joué au jeu Kero. Kero, c'est un petit jeu à 2 joueurs, encore là, les jeux à 2 joueurs sont très populaires, où on va placer justement on va essayer de lancer des dés. Donc, à la base, c'est un jeu un peu comme Escape où on va lancer des dés de manière frénétique, mais le jeu vient avec une composante très originale. Au lieu du sablier classique, le sablier est en forme de camion. Donc, on a un camion qui sert d'office de sablier. Et lorsqu'on va débuter notre run, si on veut, on va prendre les dés, on va les brasser autant de fois qu'on veut. La seule chose, c'est que lorsqu'il y a un symbole avec une petite flamme, on ne pourra pas rouler le dé. Donc, ça va bloquer le dé en tant que tel. Sauf que, en levant notre petit camion, le sable va s'écouler. Ça se trouve être le kérosène qu'il y a dans notre camion. Donc, on va avoir un nombre de kérosène limité. Il va falloir se dépêcher. À la fin de notre course, on va pouvoir déposer notre camion sablier à plat. Et éventuellement, on va commencer à en manquer un peu. Fait qu'au début du tour, on va pouvoir payer des cannes de gaz, donc des jerrycans, pour pouvoir justement remplir notre camion. Le jeu est pas trop compliqué, mais sérieusement, j'ai vraiment été surpris par, de un, la qualité du matériel, puis de deux,
le jeu est très intéressant parce que oui, il y a une partie en temps réel où on va se dépêcher, on va rouler les dés de manière frénétique, mais il y a aussi des entre-deux. Donc, après avoir roulé les dés, on regarde le résultat, on peut acheter des cartes, on peut aller chercher des bonus, des choses comme ça. Il y a également un petit mécanisme qu'on va placer des jetons d'influence sur des cartes au milieu pour essayer de les récolter. À la fin de la partie, c'est des cartes qui vont nous donner des points selon les différentes cartes qu'on va racheter. On va pouvoir compléter des sets. Au final, Kero est un petit jeu très simple que j'ai particulièrement apprécié. Et il faut se le dire, le matériel est vraiment tape à l'œil. Ça va faire en sorte que les gens vont se virer de bord pour dire « Oh, OK, ils vont être intéressés. » Moi, d'ailleurs, c'est la chose qui m'a intéressé. Quand j'ai vu les petits camions citernes, j'ai fait « Oh, OK, là, je veux voir c'est quoi. » Donc, ça cache en dessous de ça un bon petit jeu. Encore là, rien de trop gros, mais rien de trop long non plus, ce qui fait en sorte que c'est pile dans mes cordes. Sinon, dans les jeux que j'ai joués, j'ai eu le plaisir, on va retourner ici, de jouer au jeu Dice City. Dice City est un jeu où on va lancer des dés, on va les placer sur différentes cases pour pouvoir retirer des ressources. Encore là, c'est un concept qui est assez général, donc c'est pas quelque chose de vraiment nouveau, mais ce qui est intéressant, c'est que les dés, quand on va les placer dans chacun de leurs lignes, parce que les dés ont des différentes couleurs, on va pouvoir les déplacer. Donc, utiliser un dé pour déplacer un dé d'une case, des choses comme ça, donc ça va chercher un petit peu plus que le traditionnel, je roule et je regarde le résultat pour faire mes ressources. Il y a beaucoup d'extensions que j'ai pas essayé encore. Dice City m'a surpris, j'ai vraiment trouvé ça le fun. Je pense que les extensions vont donner un petit plus. Je vais encore jouer quelques parties avant de peut-être me lancer dans une extension. Je sais pas si c'est un jeu que je vais vouloir décider d'aller chercher toutes les extensions, mais non, c'est un bon petit jeu, ça passe bien, ça roule bien. Jeu de mots avec les dés. Mais sinon, Dice City est un bon petit jeu que j'ai bien apprécié. Sinon, j'ai aussi joué à un jeu que j'ai reçu sur Kickstarter. Vous allez d'ailleurs voir bientôt une petite vidéo par rapport à ça. C'est un jeu très très petit. En fait, il rentre dans une petite pochette, comme un peu les pochettes de portefeuille, et c'est le jeu Sprawlopolis. Sprawlopolis est en fait un puzzle, un jeu coopératif. Bon, on va y aller comme ça, mais personnellement, je le joue principalement en solo. C'est quoi? C'est un petit puzzle de 18 cartes. Donc, on a 18 cartes et avec ça, on va pouvoir jouer. La mise en place est très rapide. On pige 3 cartes, on les revire de côté et de l'autre côté, il va avoir des objectifs. Donc, c'est les objectifs qu'on a pour faire des points et le but, c'est de réussir à vaincre le score qu'il y a sur ces 3 objectifs-là. Donc, on calcule les 3 objectifs, on regarde c'est quoi la somme des scores et ensuite, on joue. Quand on joue, c'est facile, on a 3 cartes en main, on en choisit une et on la place. On va faire une petite ville comme ça. On peut les placer par-dessus les cartes, mais pas en dessous. Donc, contrairement au jeu Unshoe qu'on peut placer les cartes en dessous, là, il faut se les placer par-dessus. À chaque fois qu'on va jouer une carte, on va en piger une nouvelle et le jeu se roule comme ça jusqu'à temps qu'on ait joué en fait nos 15 cartes. C'est très simple, très rapide à jouer, mais ça offre un petit puzzle très intéressant. Habituellement, les mini-jeux comme ça, je suis pas trop friand, je finis par me tanner vite, je me dis comme, il me semble que je l'aurais pris en plus gros. Sprawlopolis rentre vraiment dans une poche, il peut être sorti, il est très rapide à jouer, il offre un beau petit challenge solo, j'ai gagné seulement une des 4 parties que j'ai jouées, je suis vraiment impressionné, je sais pas si au long terme que ça va donner, j'ai pas joué non plus avec d'autres joueurs, donc en mode coopératif, où on joue une carte et ensuite on passe les cartes un peu à côté. J'ai pas encore joué à ça, mais sinon, Sprawlopolis, c'est une belle petite découverte pour moi. Si je continue à faire le tour, je vais essayer d'éviter la plupart des jeux que j'ai joué au Delirium. J'ai joué à Clank in Space. Oh pardon, excusez-moi. Clank in Space. Ben oui, parce qu'il y a des points d'exclamation après chaque mot. La plupart d'entre vous connaissent déjà Clank. Clank in Space, c'est un jeu qui reprend le même concept de base, mais rajoute une petite couche par-dessus. Je dirais que personnellement, je préfère la version in Space plus que la version Fantasy. Il rajoute des petits éléments de gamer, puis il corrige beaucoup de petites choses que le premier Clank a manquait un petit quelque chose. J'ai trouvé le jeu très agréable. Le jeu est vraiment, il coule bien. Il est très rapide à jouer aussi. Il offre également un mode solo, un mode campagne où on va pouvoir jouer des parties à répétition une après l'autre. Sérieusement, si vous connaissez le concept de Clank, vous l'avez apprécié, vous n'étiez pas trop sûr du premier, Clank in Space est vraiment un bon upgrade sur la première version. Moi, personnellement, j'ai vendu ma copie originale de Clank. Je vais rester avec Clank in Space. Je vais probablement me procurer aussi des extensions parce que c'est un jeu que j'ai vraiment apprécié. J'ai aussi pu jouer à un jeu que ça faisait longtemps qu'il était sur mes tablettes. C'est pas un jeu que les gens connaissent beaucoup. C'est un jeu que moi, par exemple, que je regardais depuis très longtemps. C'est le jeu Bremerhaven. Bremerhaven, c'est un jeu, quand on le voit le dessus de la boîte, vous allez la voir défiler, on voit immédiatement, ça ressemble beaucoup à Le Havre. Un thème portuaire, un dessin sur le dessus qui est pratiquement identique. La plupart des gens même pensaient que c'était une suite à Le Havre. Le jeu a rien à voir du tout et ce n'est pas Uwe Rosenberg qui fait le jeu non plus. C'est un design d'un designer peu connu dont le nom m'échappe présentement, mais au final, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où on va avoir une certaine petite enchère qu'on va avoir pour gagner le droit de faire des actions.
il va y avoir des bateaux qui vont arriver à notre port et il va falloir livrer les marchandises. Ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est que les bateaux et les camions, donc il va falloir gérer de choisir les bateaux qui vont venir dans notre port et les camions qui vont justement partir avec des marchandises, mais chacun de ceux-là vont arriver avec des marqueurs de temps. Donc le bateau va rester accosté pendant 3 tours, exemple. Donc, pendant ces 3 tours-là, on va avoir sorti des marchandises, mais le bateau ne sortira pas. Ça veut dire qu'il va bloquer un espace. Donc, ça se peut qu'il y ait un bateau qui nous donne beaucoup de ressources, mais qui reste là pendant plusieurs tours. Tandis qu'un bateau avec très peu de ressources, mais qui va rester là seulement l'instant d'un moment et qui va pouvoir partir après, ça va nous faire de la place pour pouvoir libérer justement l'espace. Même chose avec les camions. Même si on a la marchandise, elle est prête, elle est dans le camion ne partira pas avant un nombre de tours donné. Ça rajoute un côté de temps où il va falloir gérer justement l'arrivée des camions, l'arrivée des bateaux. Lorsqu'on a nos ressources, les camions également, ils bloquent les espaces. Donc même si le camion est rempli, il partira pas immédiatement. Donc il va falloir attendre. Ça vient toujours avec un petit mécanisme d'enchère que les gens n'étaient pas trop sûrs. Moi, personnellement, j'ai pas trouvé ça grave parce que oui, c'est certain qu'il y a quelques cartes des fois qu'on s'est relancé puis qu'on a rajouté des cartes parce que c'est des cartes cachées qu'on met. Puis la personne qui a la valeur la plus élevée va réussir à faire l'action. Mais il y a quand même des actions qui sont disponibles à tout le monde, donc qui ne viendront pas nécessairement nous bloquer, que ce soit d'acheter des permis de construction pour pouvoir libérer des espaces sur notre dock, ou encore de pouvoir acheter justement des ballards qui se trouvent être où on va attacher les bateaux pour pouvoir amener des bateaux qui vont être plus performants, si on veut, qui vont ramener plus de ressources. C'est un jeu qui n'a pas eu gros de buzz, le jeu n'a pas eu une super presse, puis encore là, la plupart des gens pensaient que c'était le Havre, puis en voyant que c'était pas une suite, ils étaient comme déçus. Moi, j'ai bien apprécié mon expérience, j'ai trouvé ça agréable de pouvoir avoir à gérer les cartes comme ça. J'ai joué seulement une partie, donc je peux pas vous en parler en long, en large. J'ai fait une partie courte à 2 joueurs, mais j'ai quand même été, surpris, j'ai été agréablement surpris de ce jeu-là. C'est un jeu qui est intéressant, c'est Bremerhaven. On va continuer avec la petite liste ici comme ça. J'ai parlé pour quelques jeux du Delirium que je passe en regardant ma liste. J'ai joué au jeu Steampunk Rally. En fait, ça faisait pratiquement 2 ans que j'avais pas sorti ce jeu-là, qui est un jeu que j'avais eu sur Kickstarter. Un des premiers projets Kickstarter que j'ai backé. Steampunk Rally, c'est un jeu de draft où on va fabriquer une machine steampunk qui va probablement finir par exploser quelques morceaux. On va se déplacer sur une course. C'est une course, comme ça le dit, c'est un rallye. Mais en utilisant les cartes, on va les placer. Il va y avoir un système de dés aussi qu'on va placer pour activer des cartes. Ça semble bien compliqué, mais le jeu est d'une simplicité incroyable. Encore une fois, le design graphique est majestueux. Ça vient de Mr. Cuddington, qui sont mes artistes favoris. Mais le mécanisme de draft fait en sorte qu'on joue le jeu de 2 à 8 joueurs. Les parties vont toujours durer de 35 à 45 minutes. C'est un jeu qui va jouer rapidement, donc qui peut accommoder un grand nombre de joueurs. Il y a un coup, on comprend un peu qu'est-ce qu'on fait, parce que certains, au début, il faut épauler un peu les nouveaux joueurs pour leur expliquer différentes actions, mais un coup, on comprend, le jeu devient rapide et coule très bien. Donc, pour un jeu de course, je le trouve très dynamique, puis j'ai trouvé qu'il était vraiment différent. Donc, le fait qu'on va monter nos petites machines, essayer de placer des dés, trouver des combines qui vont être intéressantes, on va vraiment créer une machine, littéralement, pour pouvoir faire notre course. Donc, Steampunk Rally est un jeu que je vous conseille. Et sinon, je voulais terminer aussi avec un jeu que j'ai bien apprécié. Lords of Ellis. C'est quoi ça? C'est un gros jeu, donc c'est un Dudes on the Map qu'on appelle. Donc un jeu où on va voir des figurines, on va voir plein de choses sur le plateau de jeu. On a l'impression que c'est vraiment, c'est à grand déploiement. Le look est vraiment incroyable parce qu'il y a un look grec, mythologie grecque, mais avec un peu de futuriste. Ce qui se passe, c'est que il y a des créatures qui sont envoyées, qui sont un peu des aliens, puis il y a des héros, donc ils ont vraiment un beau design graphique aussi. À prime abord, comme je dis, on peut penser à un Chaos in the Old World, un Blood Rage ou un Kemet ou des jeux comme ça, parce que oui, ça ressemble beaucoup. Mais ce qui est intéressant à Lords of Ellis, c'est qu'il y a plusieurs façons de gagner. Donc, on va pouvoir gagner la partie soit en contrôlant différentes zones, soit en contrôlant un monument complété qui va pendant un certain nombre de tours, en possédant des zones avec des temples. On peut également, il y a plusieurs façons de gagner. On peut également décider de faire notre petit chemin tout seul et de vaincre 3 monstres mythiques qui vont se promener sur la carte de jeu. Le jeu offre beaucoup de possibilités. J'ai joué une partie à 2 joueurs, j'étais pas trop sûr. Après avoir joué une partie à 3 joueurs, je trouve le jeu vraiment génial. Il y a un mode solo que j'ai pas eu l'occasion d'essayer, mais c'est probablement dans mes prochains achats. Je dirais que le jeu m'a assez impressionné pour dire, écoute, ça vaut la peine de réessayer. Donc, c'était pour Lords of Ellis, un gros jeu qui est quand même pas donné non plus. C'est un projet Kickstarter, mais sérieusement, je le conseille. C'est un jeu qui vaut vraiment la peine. C'est un peu différent de ces genres-là. J'ai trouvé ça intéressant aussi parce que c'est pas un système de dés qu'on va servir pour les combats, c'est des cartes. On va utiliser des cartes pour une valeur de combat. Fait que ça va rajouter une espèce de
côté plus calculatoire, plus technique au jeu, qui souvent on se dit, ah, on sait bien, c'est juste un dé, on va rouler bien des dés, là, c'est pas, ça n'a rien à voir avec Cthulhu War, exemple, là, qui est un jeu absolument magnifique, mais où on fait justement juste rouler des dés pour essayer de se battre. Donc c'était Lords of Alice et un bon coup de cœur pour moi. Sinon, un autre jeu que j'ai vraiment apprécié, ça va être le dernier jeu que je vais vous parler, c'est le jeu Gizmos. Gizmos est un jeu où on va, un jeu à combine, où on va réussir à essayer de faire une machine pour pouvoir enchaîner des actions. Je vous en parlerai pas trop en long et en large parce que je vais vous pondre une vidéo là-dessus. Bon, je sais, vous avez écouté la vidéo de JP, puis JP a dit « Ah, moi des combos, j'aime pas trop ça. » Ben moi des combos, j'aime ça. Puis j'aime ça pas à peu près. Donc, comme jeu, c'est comme une espèce de condensé de jeux que j'adore. Donc, des jeux comme Terraforming Mars ou Race for the Galaxy ou des jeux comme ça où on va se bâtir une machine pour essayer de la rendre le plus efficace possible. Gizmos fait ça, mais dans un jeu super accessible dans à peu près 30 à 45 minutes. Dans mon livre à moi, ça c'est vraiment un gagnant. C'est vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup. Donc plus je joue, plus je vois des combines, plus on fait des choses. C'est certain que le jeu n'a pas une rejouabilité infinie. Après 10-15 parties, je vais peut-être avoir fait le tour de toutes les combines, mais encore là, 10-15 parties, c'est pas tous les jeux qu'on fait ça. Puis moi, ben, ça tombe directement dans mes cordes parce que justement, on va essayer de générer une action qui va faire une autre action, qui va faire une action en chaîne, puis ça va faire en sorte qu'on va découler des tours incroyables où on va wow, ok, c'était vraiment un tour efficace. Puis moi, ben, j'aime ça dans un jeu, quand que je fais un move, puis on a l'impression de se sentir un peu intelligent. Donc, on a fait un bon coup, on a fait une bonne motion, puis ça fait en sorte que même quand je perds, ça me dérange pas parce que j'ai l'impression d'avoir essayé d'exploiter une nouvelle machine, puis des nouveaux gizmos. Mais encore là, bon, j'en parle. Je vais essayer de me restreindre un peu parce que je vais avoir plein de choses à dire sur ce jeu-là, et ça va probablement être une critique à venir le mois prochain. Donc sinon, bon, qu'est-ce que j'ai à vous raconter pour le mois prochain? Eh bien, j'aimerais bien ça vous sortir une petite vidéo. Donc, bientôt, il va y avoir le jeu Keyforge qui va sortir. On en a déjà parlé. J'ai plein de choses à vous dire. J'ai manqué de temps un peu ce mois-ci. Mais le mois prochain, je vais vous pondre une petite vidéo sur Keyforge. Vous allez également pouvoir voir quelques petites critiques express qui vont faire leur apparition tout au courant du mois. Donc, ça fait le tour un peu de mon coin neuf. C'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine.